Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. À la croisée des chemins entre marketing, produit et CSM, le Sales Enablement, c'est autant un levier de performance commerciale qu'une source de tension entre les équipes, entre les demandes de documentation, de choses qui existent déjà et qu'on nous a déjà demandé 100 fois, les goulots étranglements dans la sollicitation des experts. Bref, les sources de tension, elles sont nombreuses. Donc pour voir comment est-ce qu'on peut adresser ce sujet et puis voir aussi comment, mine de rien, l'outil IA peut nous aider dans ce cas d'usage-là, je suis aujourd'hui avec Esther Daga, qui est CMO chez Powell. Bonjour Esther. Bonjour. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast pour que tu viennes détailler ce sujet-là, parce qu'au final, j'ai assez peu parlé de Sales Enablement jusqu'ici. C'est un sujet que tu avais un petit peu abordé aussi dans l'événement qu'on avait organisé début janvier là, entre les communautés marketing. Et donc, je suis trop content de pouvoir creuser un petit peu en détail avec toi ce point-là. Pour ceux qui n'étaient pas là, ça fait 2 fois d'ailleurs, je crois 2-3 fois que je parle de l'événement, donc je fais le faux mot après coup, mais tant pis, tant pis pour ceux qui C'est n'étaient pas là. sympa. Non, je rigole, mais c'est pour ça qu'on revient aussi sur les sujets à creuser parce que c'était cool. Mais du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui n'étaient pas là, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais. Donc, je suis Esther Daga, CMO chez Powell. On est un éditeur de solutions intranet et digital workplace. J'ai rejoint l'entreprise il y a plusieurs années, donc 8 ans, si je me trompe pas. Ouais. À un Ça moment commence à où, faire une belle durée de vie, du oui, coup. oui, je connais bien Powell, du coup. Ouais. On faisait environ 1 million d'ARR à l'époque et aujourd'hui, on en fait à peu près 15 millions. Ok. Donc, on a bien évolué. Et on est sur plusieurs marchés internationaux. L'Europe francophone, l'Europe germanophone, on est en Amérique du Nord, en APAC, ce qu'on appelle Australie principalement pour nous. Ouais. Et j'ai la chance donc d'avoir pu construire, structurer tout le département marketing au fur et à mesure de la croissance, et notamment autour de la génération de pipe et l'alignement avec les équipes sales, qui est très très important. Ouais. Donc aujourd'hui, mon rôle, c'est pas juste de faire en sorte d'avoir un marketing créatif ou une visibilité de la marque, mais c'est vraiment d'être sûr que ce soit activable dans le cycle de vente, et notamment à travers des sujets comme le Sales Enablement et l'IA. Ouais. Ok, écoute, on pourrait refaire un autre épisode sur comment effectivement la structuration du service marketing de 1 à 15 millions d'ARR, ça doit être une belle aventure à vivre comme ça, et je suis sûr d'avoir plein de trucs à raconter. Je vais essayer de pas me disperser du coup, C'est parce très long. que ouais, c'est clair. Donc notre sujet du jour, c'est le sales enablement. C'est vrai que selon les entreprises, tu vois, c'est un sujet qui peut être parfois au marketing, parfois au produit. Ça va dépendre aussi d'où est le PMM. Enfin, parce que des fois, c'est potentiellement c'est ces équipes-là, ces personnes-là qui le portent. Et c'est vrai que c'est un rôle qu'on peut voir un peu partout. Des fois, il y a des équipes dédiées. Du coup, en intro, est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est le sales enablement? Il va falloir qu'on trouve un autre mot pour le dire. J'arrête pas de bugger dessus. Et pourquoi c'est un sujet important? Comment c'est structuré chez vous? Je pense que pas tout le monde entend la même chose par Sales Enablement déjà. Même moi, ma définition a changé au fur et à mesure de mes années. Et de ma maturité. Mais pour moi, aujourd'hui, le Sales Enablement, dur à dire, hein, C'est vrai, c'est vrai. ouais, c'est tout ce qui permet d'optimiser le cycle de vente. Donc, c'est ce qui va aider les équipes commerciales à avancer plus vite, de manière plus pertinente, et dans toutes les étapes du funnel, donc qualification, discovery, proposition, closing, enfin RFP, tout ça. Et donc, ça va inclure la connaissance du produit, les argumentaires, mais c'est aussi pour moi tout ce qui est le scoring, les trigger events, les playbooks selon le type de prospect, la manière dont on structure l'outbound et la formation messaging. Voilà, c'est plein de choses. C'est pas juste comment on aide à vendre mieux, mais c'est comment on fluidifie le cycle de vente, on réduit les frictions et on améliore la qualité des interactions avec, bien sûr, l'objectif d'augmenter le closing à la fin. C'est hyper stratégique. C'est l'endroit où le marketing, en fait, va pouvoir être mesurable, mais dans le revenu. On peut générer plein de leads, on peut construire une marque, on peut définir un ICP. Mais à la fin, si le cycle de vente, dedans, il y a un message qui n'est pas clair, mal priorisé, ben, on peut perdre toute la valeur enfin, toute la valeur que le marketing a construit avant, en fait. Donc, nous, on essaye de regarder ça de manière très globale, mais même encore plus globale que ce que je viens de dire, puisque on a même été formé chez Powell par un organisme qui s'appelle Winning by Design Ouais. et qui a un concept qu'il appelle le revenue funnel. Et dedans, on voit que le sales enablement ne joue pas que sur l'acquisition de nouveaux logos, mais ça joue aussi sur tout ce qui est la rétention et l'upsell ensuite de nos clients.
Donc, on travaille les parcours clients sur comment mieux onboarder, comment créer de l'adoption. Et tout ça dans le but d'aller détecter des signaux d'opportunité ou de risque. Et donc, c'est le même objectif, en fait, fluidifier toutes les interactions avec le client et pas seulement avant la signature. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Diffly. Tu les vois, ces raisons un petit peu pourries de perte d'un deal que tu as dans le CRM, concurrence, prix, fonctionnalité. On a tendance à vouloir faire simple pour que les commerciaux remplissent le champ. Mais la vérité, c'est que les raisons, elles sont tellement basiques qu'on n'apprend rien. Et c'est un problème, parce que la mise en place d'un processus structuré de win-loss analysis, donc qui va te permettre de récolter du feedback auprès de tes clients et de tes prospects pour comprendre les vraies raisons derrière chaque prise de décision, ça peut te permettre d'augmenter jusqu'à 50% le taux de conversion des opportunités. Alors comment est-ce que tu fais ? Justement, c'est là qu'intervient Diffly. C'est une plateforme SaaS B2B française qui propose une méthode structurée de win-loss analysis dont l'objectif est de comprendre ce que tes clients et tes prospects disent de vous quand tu n'es pas dans la pièce et donc découvrir les vraies raisons pour lesquelles tu perds un deal. C'est des insights qui en plus derrière sont utilisés pour affiner ton positionnement, ton messaging, aligner tes campagnes marketing et les équipes marketing, product et sales autour d'une même réalité et d'une compréhension du besoin du marché. C'est un must-have pour les équipes marketing en quête d'efficacité et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site diffly.co. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Ouais, c'est vrai que, enfin, c'est marrant cette conception. Du coup, effectivement, tu le mets, quand tu as parlé enfin, dans un spectre beaucoup plus large que, c'est vrai que parfois le sales enablement, enfin, ça va être la formation. Enfin, on voit ça un peu comme la formation des commerciaux et puis les supports que tu peux leur mettre à disposition pour mieux construire. Et toi, c'est vrai que vous avez une vision un peu plus complète de ça, quoi. Oui. Et donc c'est ownership marketing. C'est compliqué. L'ownership chez nous, il est partagé, il est compliqué. Ça vient avec notre historique. Donc historiquement, c'était en grande partie notre CPO qui Ok. gérait, qui était owner de Produit du du coup, sales ouais. enablement. Et ça s'explique parce que on vient d'une culture très très tech et très feature centrique. Ok. Donc le sales enablement, c'était comment on parle du produit en fait, comment Ouais, on ouais. vend le produit et ses features. Et aujourd'hui, on évolue vraiment dans une logique beaucoup plus value selling. Donc ça fait plusieurs années, mais chaque année, on devient meilleur là-dedans et on mûrit. Ouais. Donc ça a amené beaucoup, enfin ça touche à beaucoup de dimensions. Il y a la manière dont on parle du produit, mais il y a la formation des équipes, les process de vente. Et donc voilà, au départ c'était ce CPO qui ownait ça et puis il nous a quittés. Et à ce moment-là, le marketing produit est arrivé dans mon équipe. Il nous a Il est quittés, parti. il est en bonne Ouais. forme, il est santé, il va très bien, mais il nous a D'accord. abandonnés. Et du coup, moi j'ai récupéré le marketing produit et j'ai découvert le marketing produit, mais j'ai découvert tout ce pan du sales enablement auquel je touchais pas tellement. Ouais. Et en plus, ça a coïncidé à un moment où aussi dans mon évolution, je me suis vraiment beaucoup rapprochée de l'équipe sales. J'ai compris que ça devait passer par une collaboration, enfin que le succès de l'entreprise allait passer par une collaboration très étroite entre le marketing et le département de vente. D'accord. Donc ça et le fait d'avoir récupéré le pan produit et le sales enablement, voilà, moi je m'y suis intéressée, je m'y suis même vraiment passionnée, on peut dire. En Ouais. ce moment, c'est un peu mon obsession. Et maintenant, du coup, si on regarde l'ownership complet, c'est vraiment partagé entre le marketing, le RevOps, toujours le produit, puisque quelqu'un est revenu et on a remis le marketing produit dans son équipe, Mhm. CPO, et bien sûr la direction commerciale. Voilà, donc c'est Ok. à tous une obsession. Je pense que pendant longtemps, ça a été même un petit peu délaissé chez nous. Et aujourd'hui, on l'a tous en ligne de mire. On est très, très drivé par ça. Ok. Et j'ai une petite question, mais tu as parlé de RevOps. Tu vois, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'en parle récemment, puis à chaque fois, la question, enfin, il y a des questions qui arrivent par rapport à ça. C'est dans quelle équipe le RevOps? Chez vous, c'est chapeauté comment? Je sais pas si c'est très naturel, en fait, ce que nous, on a fait, mais c'est dans notre équipe finance. Et Mais voilà. je pense que c'est plus par l'affect. Enfin, cette Ouais. personne, en fait, le directeur financier qui est très porté sur ce sujet et Ok. qui naturellement, alors il a été honneur en fait de tout ce qui était outillage beaucoup à la base. Et Mhm. donc naturellement, il s'est mis à construire
ce pan, on va dire. C'est marrant. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, j'allais dire, en fonction avec qui tu discutes, tu vois que, et je pense que c'est lié effectivement aux personnes et peut-être aussi à la structuration du revenu de l'entreprise, du modèle économique, on va dire. Mais tu le vois effectivement des fois au sales, des fois au market et des fois à la finance. C'est les trois services qui reviennent. Ouais. Parce que je Ouais. pense que c'est probablement une fonction qui n'a pas forcément été pensée à la base dans la structure de l'entreprise, mais qui Mm. s'est construite par l'évolution. Et donc, on l'a fait avec la personne à qui ça venait le plus naturellement. Bon, Ouais. bah, elle va porter ce sujet, quoi. Très cool. Écoute, encore un autre sujet, donc À développer. je me cadre. Donc effectivement, bon, je le disais en intro, là, pour le coup, alors, je reviens, Sales Enablement, et là, parce que c'est trois autres équipes qui sont concernées. Tu l'as parlé, tu as parlé de produit, tu as parlé de market, tu as parlé de sales. Donc c'est vrai que, bah, encore une fois, quand on sollicite les uns les autres, selon les possibilités, enfin, typiquement, c'est toujours quand on en a besoin, on veut que ce soit tout de suite, mais chaque équipe a aussi ses priorités, et donc bah, plus tu multiplies les relations entre les uns et les autres, plus tu peux créer de friction. C'est quoi les principales problématiques que toi tu vois du coup autour de ce sujet-là? Ben, il y en a pas mal. Il y en a toujours dans le sales enablement. Je pense que justement, on crée ça parce qu'il y a plein de friction, pardon. Donc nous, il y avait la classique autour des leads. Donc traditionnellement, on reposait beaucoup sur l'inbound. Il n'y avait Ok. pas d'objectif demandé aux sales d'outbound. Du coup, tout dépendait de la quantité de leads, enfin de prospects qu'on apportait, nous, le marketing, aux sales. Mhm. Évidemment, ça, c'est une friction. Mais par contre, en creusant, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment nécessairement le sujet. Le nombre de leads, finalement, n'était pas forcément le problème. Le problème, ça allait peut-être être la conversion de ces leads. Mhm. C'était ce qui se passait une fois qu'on était dans le cycle de vente. Donc, par exemple, il y a d'autres frictions qui sont arrivées. C'est on a beaucoup de contenu, on a beaucoup de cas clients, pardon. On a des réponses d'appels d'offres qui ont été écrits, des argumentaires, mais en fait, les équipes sales, quand elles sont en train de s'occuper d'un prospect, cherchent énormément de temps à trouver la bonne information, Mhm. à reformuler des choses qui existent déjà, à solliciter encore les mêmes experts. Et donc, ça faisait une frustration de côté sales. Je ne trouve pas ce dont j'ai besoin. Il n'y a pas ceci, cela. C'est pas assez spécifique pour mon cas. Et nous, au marketing et au produit, on était, attends, mais on l'a déjà fait 100 fois. Ouais. Oui, c'est juste un peu la même chose. Peut-être que tu peux réécrire ta slide, la personnaliser, ou le document existe, c'est juste que tu l'as pas bien cherché. Voilà. Donc là, il y avait un problème. C'était plus de la production en fait, c'était de l'activation. Ouais. On avait de la connaissance, mais on n'était pas capable de la rendre accessible. Ou en tout cas, des gens ne savaient pas où aller la trouver. Ou alors, c'était pas assez contextualisé peut-être au moment précis dont le sales en avait besoin. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai levier stratégique à activer ici. C'était notre propre connaissance qu'on devait aller retravailler. C'était pas juste une question d'outils ou de création de contenu, mais c'était la fluidité entre les équipes pour un meilleur impact. Ouais. Ça me fait marrer, effectivement, ce que tu disais. Et je pense que c'est des phrases qu'on a tous déjà entendues à un moment ou à un autre. C'est tellement universel, quoi. Ouais, et c'est pour ça, du coup, d'ailleurs, j'étais content de pouvoir en parler. Donc, pour voir justement, bah, comment est-ce que vous avez résolu un petit peu, en tout cas travaillé autour de ces problématiques-là. C'est vrai que toi, tu as choisi de capitaliser aussi sur de l'IA. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as mis en place pour adresser justement ces problématiques? On a essayé de créer un environnement, en fait, de sales enablement avec l'IA, mais ça s'est fait petit à petit, en fonction de notre maturité, de la reconnaissance du besoin qu'on avait. Donc, au début, on a compris, par contre, une première chose, c'est qu'avant d'avoir n'importe quel outil, on avait un besoin d'avoir des sources fiables, très claires. Sinon, peu importe ce qu'on ferait, si nos sources sont du désordre, l'IA ne va faire qu'amplifier le désordre. C'est quoi l'expression? C'est garbage in, garbage out. Donc, première étape, on devait structurer toutes nos connaissances, identifier les sources fiables, nettoyer les bases, clarifier si c'était à jour ou pas, et puis mettre des bases de gouvernance pour que ce soit durable. Ensuite, on s'est attaqué aux
premier pain, c'est comment on trouve l'information et comment on arrête de solliciter les mêmes experts encore et encore. Et donc, on a développé des agents en interne qui étaient entraînés sur toute cette base et qui étaient capables de répondre à toutes les questions fonctionnelles ou sécurité et techniques. On en a 2 différents et très spécifiques. Juste, Et pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais je reviens parce que c'est vrai que quand tu dis cette base, du coup, c'est la documentation produit, tout ce qui est, tu as dit légal, juridique, oui, cas client, toute la doc market autour de l'expertise, des exemples templates de réponse à appel d'offres, des choses comme ça? exactement, c'est tout en fait. Tout. Donc on a 2 bots différents. On en a un qui est plus comment dire, opérationnel, plus générique, et puis on en a Mhm. un qui va être très technique sécurité. Ok. Ouais, la sécurité, je crois qu'il est dans celui-là. Donc lui, vraiment, c'est une base de données qui évolue pas si souvent que ça, mais qu'il faut Ouais. vraiment mettre à jour quoi qu'il arrive, mais très très précise. Et l'autre, on va le nourrir avec beaucoup plus de choses. Et parfois, le problème, c'est qu'on oublie d'aller le nourrir aussi. Mais oui, c'est vraiment essayer de le nourrir de plus de connaissances possibles. Mais par contre, que des choses, ça c'est fermé. Ça n'est que notre Ouais. base de données. Donc, il ne peut C'est pas aller uniquement là-dedans. halluciner sur d'autres choses, ce qui est le grand Ok. problème. Ouais, bah ouais, 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 c'est ça. C'est que du coup, vous avez contraint la réflexion dans l'environnement exclusif des données que vous lui avez fournies, quoi. Oui, Pour être sûr de la qualité, effectivement, et oui. qu'il n'y ait pas de question de où est-ce que tu as trouvé cette info, quoi. Oui, puis je dois avouer que quand j'en ai parlé après, il y a d'autres personnes qui ont essayé de le reproduire et par eux-mêmes qui ont eu un peu de difficulté parce que quoi qu'il arrive, les IA ont tendance à aller inventer des choses même quand tu leur donnes les propres bases de données. Donc nous, une des forces, c'est que ça a été fait par nos développeurs. Et nos développeurs, enfin, ils ont utilisé et ils ont itéré pour que ce soit le plus précis possible. D'accord. Un peu la différence aujourd'hui si tu le fais toi-même sur Claude. Ouais. T'as beau essayer de le nourrir, je pense que tu peux avoir des hallucinations quand même. Oui, c'est ça. C'est que quand tu as dit des bots, c'est pas un GPT dans lequel tu as mis Non. toute ta base de données, c'est vous avez créé enfin, ça a été développé en interne, quoi. Oui, Enfin, exactement. en se reposant sur des moteurs IA existants, c'est ça, Oui, enfin, les développeurs, mais en ils font ajoutant une appel. intelligence derrière. Ouais. Ok. Ok, donc pardon, je t'ai coupé. Du coup, tu disais premier pain, le plus évident, la difficulté à trouver Voilà. l'information et la dépendance aux experts. Voilà. Et ça réduit beaucoup déjà de friction entre les différents départements parce que il y en a certains qui trouvent tout de suite l'information et il y en a d'autres qui sont un peu plus tranquilles. Mhm. Le deuxième pain, après, c'était plutôt enfin, c'est pour accélérer le cycle de vente et pour aussi améliorer la qualité de ce qui va se passer. Donc, c'est lié aux appels d'offres. Mhm. On a, on a entraîné en fait un agent sur toutes nos réponses précédentes et qualitatives d'appels d'offres Mhm. pour que quand il y ait des nouvelles appels d'offres, en fait, ce soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis et entraîné sur des réponses qui ont marché. On a mis que Ouais. des appels d'offres qui ont été gagnantes. Donc, on part plus de zéro maintenant quand on doit répondre à un appel d'offres. On part sur une base déjà contextuelle, précise, qualitative, et ça fait gagner un temps fou. Ouais, Et surtout ça qu'il y a des fait choses qui sont répétitives. Enfin, les CV des équipes, la description des produits, enfin, la effectivement, t'as sécurité, pas mal de ce genre trucs qui de choses. sont templateables, on Oui, va dire presque. exactement. Donc ça fait énormément de bien à tout le monde. Et le troisième ensuite qu'on a pu faire, c'est le lookalike client. Oui. Donc on l'appelle comme ça, c'est le lookalike client, ou je crois qu'on l'appelle aussi match. Je sais plus, il y a un autre nom. Match. Et C'est drôle. ça doit être lead match, le deuxième. Ok. Et donc c'est un agent où là tu rentres en fait ton prospect et ça identifie tous les clients qui lui ressemblent dans ta base. Ok. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller créer de la réassurance, aller mettre en contact tes prospects avec des clients similaires, ou aller juste toi te renseigner sur ce qui a été fait sur ces clients, ce qui a marché, s'ils ont des cas particuliers. Ensuite, on a aussi utilisé l'IA d'une autre manière, plus en coaching. Donc on a des outils Ok. comme Praise qui enregistrent nos calls et on génère automatiquement des résumés qui sont intégrés dans le CRM. Et les Mhm. managers derrière peuvent passer, analyser la qualité des échanges. Et nous, comme on est une organisation très distribuée en remote, ça aide vraiment beaucoup pour structurer le coaching commercial. Ok.
Et la dernière étape qu'on est en train de produire en ce moment, donc j'en avais parlé pendant le Ward, c'est pas encore fini, mais c'est en cours. C'est un générateur de maquettes, puisque nous sommes un éditeur d'intranet. Il faut que les clients puissent se projeter. Donc nous, on a des équipes qui passent énormément de temps à créer des maquettes personnalisées pour nos prospects. Ok. Et ça, c'est un gain de temps énorme d'avoir l'IA qui, en connaissant le client, va nous générer automatiquement, en connaissant le client et nos produits, elle génère une maquette qui est personnalisée, là où nous, on aurait mis des heures et des heures sur ce sujet. Ouais, je vois. Ça a l'air, oui, potentiel énorme, quoi. Donc, c'est tout un écosystème. Il y a bien sûr des garde-fous parce que l'humain ne peut pas être remplacé. On doit quand même passer derrière pour vérifier que l'IA ne fait pas de bêtises. Et ça s'est fait progressivement. On n'a pas tout fait d'un coup. On a d'abord testé les premiers pain et puis ensuite ajouté. Et je dois ajouter, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, on peut le faire parce qu'on a une culture interne qui est propre, qui est vraiment propice pour ça. Ouais. On a des développeurs qui sont curieux. Je te le dis parce que lors de l'Award, quand j'en ai parlé avec d'autres CMO, ils avaient l'air de vouloir monter le projet, mais de ne pas pouvoir se faire accompagner en interne. Tandis que moi, ça fait toute la différence. Ils ont voulu participer à ces projets. Et en fait, il y a eu des hackathons internes où on leur a demandé de se pencher sur des sujets, d'aller voir les différents départements. Et nous, on est venus avec toutes nos idées. Et après ces hackathons, ils ont continué entre 2 sprints dès qu'ils avaient du temps. Ouais, et c'est vrai que on en parlait, c'est la difficulté quand tu as des idées comme ça, des projets comme ça au market, c'est d'avoir la compétence dev qui va pouvoir t'aider à l'exécuter, quoi. Ouais, ça fait une grosse différence. Et puis, ils sont aidés parce qu'ils se sont servis de nos technologies pour nos outils, qu'ils ont détournés pour nos usages. Donc, ça prend aussi peut-être moins de temps pour eux que pour des entreprises qui ne vendent pas du tout la même chose. Oui, parce qu'au final, vous avez fait vos bots dans un intranet. Exactement. C'est ça. Et ça, c'est l'avantage d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais nous, tout est hébergé dans l'intranet. Donc, c'est un point aussi central où c'est facile d'aller à l'information. Ouais. Ok. C'est ça, donc une succession de petits projets, comme tu l'as dit, de projets les uns après les autres qui font qu'aujourd'hui, vous avez cette proposition de valeur globale pour le Sales Enablement en interne, quoi. Très donc, cool. il faut bien l'outil maintenant. Ouais, non, mais c'est super intéressant parce que tu vois, ça nous sort de, c'est de l'IA générative au final, mais ça nous sort de, j'ai failli critiquer mon cas d'usage principal que je répète tout le temps, mais je prends mon transcript et puis je fais un article, quoi. Pour le coup, c'est quand même vachement intéressant, c'est très concret, et ça change un petit peu. Du coup, vous avez impliqué des devs, ça a pris du temps, il y a eu différents projets successifs, donc forcément, c'est quand même un investissement. Si c'est pas pécunier, c'est au moins un temps passé. Comment est-ce que tu as mesuré l'efficacité et l'impact comment est-ce qu'on mesure l'impact de ce type de projet de Sales Enablement? Tu vois, qu'est-ce qu'on peut en attendre aussi? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? C'est par exemple, je sais pas si je devais leur vendre en interne, moi, tu vois, pour le faire, a posteriori, toi, qu'est-ce que t'en tires, quoi? Alors déjà que c'est pas facile à mesurer quand même. Oui, c'est ça. C'est que tu es beaucoup sur du qualitatif au final. Alors, tu peux dire effectivement, on a gagné 2 jours pour répondre à des appels d'offres, mais il y a quand même beaucoup de qualitatif au final dans le ressenti. Oui, alors c'est qualitatif. En plus, c'est transversal. C'est pas que un sujet qui va gagner du temps, mais il y a plein de personnes qui sont impliquées et qui gagnent dessus. Donc, c'est pas facile d'aller mesurer de tous les côtés. Mais il y a quand même des indicateurs très opérationnels. Par exemple, les appels d'offres. Maintenant, quand on répond à des appels d'offres, si c'est bien utilisé, on gagne environ 30 à 40% sur cette phase de préparation. Et ce qui est sûr, c'est que les réponses sont beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus étayées. Sur la création de maquettes personnalisées, on l'a pas encore réalisé, mais là, on sait qu'on va gagner environ 70% du temps qui est passé. Donc ça, c'est très concret. Ça le sera. Et par contre, si on regarde l'impact sur le cycle de vente, ça, c'est plutôt... on le sent, en fait. On voit qu'il y a moins de temps qui est passé à chercher l'information. Il y a moins de sollicitations pour les experts. Ça, on le ressent tous. Ouais. Et puis, c'est plus fluide. C'est notamment pour les presets aussi, ce sera plus fluide. Par contre, ce que j'ai retenu,
Nous, on a fait des erreurs au début, donc on n'a pas assez travaillé l'adoption en interne. Pour certains, donc pour certains, c'était très connu. Il y a des bons élèves qui ont tout de suite, ils se sont emparés de ces outils, mais on n'a quand même pas assez communiqué ou fait de campagne en interne. Donc, tu as des sales qui ne l'ont pas du tout utilisé, qui l'ont même oublié. Ok. Et en fait, il faut revenir, il faut leur rappeler régulièrement. Et c'est ça le sales enablement dont je parlais au début. Il y a le sujet de l'adoption. Tu peux faire tout ce que tu veux, il faut que ce soit adopté. Et donc, il y a un gros travail de coaching dedans. Donc là, au début, nous, on s'était un petit peu planté pour certains. T'as toujours des bons élèves, mais il faut se baser sur les autres. Ouais. Et donc, ça fonctionne pas que grâce aux outils. Et après, l'autre point, une grande vigilance. Donc, il y a des moments où on est moins bon et d'autres moments où on se rattrape. C'est la qualité de la base. C'est donc faire en sorte qu'elle soit toujours à jour. Donc voilà, ça c'est constamment. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de ça, qui le prenne en ownership. Donc l'enjeu, c'est plus de développer plein de briques, mais là, c'est d'industrialiser une gouvernance. Et la gouvernance, du coup, c'est managé par... Ben, ça va être un mix de l'équipe produit et il y a du marketing aussi pour tout ce qui n'est pas justement les argumentaires et tout ça, pour aller remplir avec, par exemple, c'est l'équipe marketing qui écrit les cas clients. Donc, aller remplir avec tout ça, c'est du marketing. Donc voilà, on a l'équipe contenu et l'équipe marketing produit qui sont responsables de cette base. Ok, très cool. Écoute, c'est super intéressant. J'ai pas de doute que ça inspirera pas mal de monde, même si c'est ce qu'on disait. Après, il y a cette capacité dev qui parfois est limitante, mais on sait aussi que pour le dev, mine de rien, aujourd'hui, il y a des outils, il y a des IA, qui peuvent aussi, mine de rien, déverrouiller des problématiques pour les marketeurs. Et ça, c'est quand même aussi un gros sujet à traiter, à travailler, qui ouvre le champ des possibles, on va dire. Ou prendre quelqu'un en mission, sinon, c'est Ou des aussi missions, possible. c'est vrai. Ouais, parce que tu es sur un temps fini. Moi, tu vois, c'est vrai que nous, c'était dans ma précédente boîte, quand j'avais des petits projets market comme ça, il y avait toujours des alternants, tu vois, des Ouais, alternants ou des stagiaires qui arrivaient au dev. Et puis, du coup, en fait, ils se faisaient les mains, ils se faisaient un peu la main le temps sur pouvoir interne. monter sur notre techno, sur notre produit, du coup, sur mes petits projets, quoi, sur les idées qu'on pouvait avoir en Ouais. market, quoi. Là, moi, j'ai hésité à en parler à la base parce que je me disais, ah, mais c'est pas applicable chez les autres. Moi, j'ai des super devs. Et après, je me dis, bon, il y en a peut-être qui ont des super devs. Et puis, en fait, il y a des solutions comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis pour le coup, si tu as aussi un head of sales qui est conscient des enjeux, des problèmes, et que vous pouvez aller plaider le sujet ensemble, du coup, De ça donne aussi prioriser. plus de poids pour prioriser ce type de projet en interne. C'est Ouais, possible. C'est possible aussi quand si les deux sont moins main dans la main, ça aide quoi. ouais, c'est sûr. Très cool. Écoute, merci pour tout ça, plein de super projets. C'est vrai que j'aime bien aussi montrer que le marketing c'est pas toujours tout rose. Enfin, j'imagine que ça s'est pas fait tout dans les fleurs non plus ce type de projet. Mais du coup, en conclusion, vu qu'on se dirige doucement vers la fin, c'est quoi un petit peu tes stratégies, tes stratégies, pardon, tes problématiques marketing du moment? Hmm. Je crois que je l'ai un petit peu dit au début. Nous, on reposait beaucoup sur de l'inbound. Donc là, mon premier gros challenge, c'est que on doit faire évoluer on est en train de faire évoluer notre culture commerciale. Ok. Le marketing ne doit pas être le seul à générer des leads dans ma vision et maintenant Mhm. celle qu'on adopte. Donc là, on est en train d'accompagner au marketing, on accompagne les commerciaux pour challenger cet équilibre et pour faire plus d'outbound. Donc c'était pas dans leur culture eux-mêmes. Ouais. Donc nous, on aide à structurer le scoring. On a refait notre scoring pour que ce soit plus évident. On a aidé à définir des ICP plus stricts. Et maintenant, on met en place des trigger events pour aller détecter des opportunités. On les forme au messaging, mais aussi à des playbooks d'outbound et même à de la chasse sur des salons, des choses comme ça. Donc, Mhm. le marketing, on s'est vraiment emparé cette année de tout ce challenge pour qu'on soit pour qu'on travaille dans le même objectif, mais que ce soit pas juste un bâton de relais qu'on se Ouais. passe l'un à l'autre. On travaille, et par contre, on le fait à leur côté. L'outbound n'est pas juste un sujet du sales tout seul dans son coin, mais il travaille en étroite collaboration avec le marketing pour sa stratégie et pour sa mise en place.
Donc il y avait un vrai changement culturel on passe d'une logique d'attente à une logique de conquête. Ouais. Mais c'est pas si facile que ça de faire évoluer les mentalités par rapport à ça, c'est clair. Non, parce que voilà, c'est les mêmes commerciaux en fait qui Ouais, n'avaient ouais. pas ces challenges-là avant. Mais ça a mis du temps et maintenant il y a une super dynamique. Vraiment, il y a une super dynamique, donc je suis pleine d'optimisme. Voilà. Le deuxième sujet, c'est structurer le sales enablement, mais de manière durable. Donc, on a mis tout ça en place, il y a encore plein de choses à faire. L'industrialisation, c'est vraiment important. Clarifier les ownerships. Comme j'ai dit, c'est très partagé, donc il faut quand même qu'on clarifie tout ça. Ouais. Et notre troisième challenge, dans notre contexte, nous, c'est l'internationalisation. Ouais. Comme j'avais dit, on est sur 4 marchés. Et donc, il y a un vrai enjeu d'avoir un ADN qui est très clair, mais qui est finement adapté sur chacun des marchés. Les marchés, ouais. Parce que c'est pas les mêmes attentes, les mêmes maturités digitales ou les mêmes cultures commerciales même. Donc, par exemple, nous, au marketing, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas demander la même chose de nos sales en Allemagne qu'en France, Ouais. et encore moins aux États-Unis. Donc, il faut adapter, garder une cohérence globale, mais de la pertinence locale. Et donc, s'aligner entre marketing, sales et les partenaires locaux. Ouais. Ça, c'est mes Gros challenge. challenges. Ouais. C'est des beaux challenges, écoute. Okay. Très bien. Bon, bah, écoute, merci encore une fois pour ton retour d'expérience et puis ta transparence. Si, pour conclure, tu voulais retenir un conseil de ce qu'on s'est dit là dans l'échange, qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant? Bah, j'en ai deux pour moi. Je dirais qu'il faut regarder ce qui se passe dans le cycle de vente et il Ouais. faut regarder ce qui se passe même après la vente. Parce que c'est là que on peut faire super marketing, mais c'est que là que la valeur du marketing, elle peut se perdre justement. Ou au contraire, se transformer en revenu. Donc, c'est pas juste du support, mais c'est comment accélérer le cycle de vente et créer de la valeur. Le deuxième conseil, c'est ne pas utiliser l'IA que pour créer du contenu, en fait, ou juste pour produire plus, mais c'est utiliser l'IA pour activer ce qu'on a déjà créé. La plupart des entreprises, je pense, comme nous, ont déjà énormément de valeur. Donc maintenant, c'est aussi l'IA est là pour la rendre exploitable dans le funnel. Ok. Très cool. Eh ben, écoute, ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup, Esther, encore. C'était très sympa de t'avoir sur le podcast. Merci de m'avoir Euh, invité. Je suis Bah, contente. avec plaisir, je t'en prie. Et puis, bah, maintenant, je te souhaite une bonne journée. Ouais, bonne journée. Salut. Salut.